Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler d'Evan Mobley et des Cavaliers de Cleveland, de la saison d'Alex Sarr à Washington et de la dernière blessure de Victor Wembanyama qui à ce rythme-là pourrait ne pas avoir de récompense individuelle à la fin de la saison. Pour m'accompagner au micro, c'est Charles que je salue immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va faire un petit clin d'œil rapidement quand même à certains de nos auditeurs qui nous envoient des messages et tout ça. Aujourd'hui, on a eu un super message que je t'ai fait écouter tout à l'heure. Voilà, et voilà, on voulait vous remercier. Vraiment, ça fait énormément plaisir d'avoir des messages de votre part, de savoir que vous kiffez le podcast, que vous suivez le podcast, que vous écoutez le podcast. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool de savoir qu'on est plusieurs, qu'on est nombreux à partager notre passion ensemble et c'est vraiment top, voilà. Charlie, je te laisse dire un mot si tu as envie. Non, bah effectivement, ça fait bien plaisir. C'est toujours un peu inattendu pour moi. Je m'attendais pas trop quand on a commencé à faire le podcast à ce que ça prenne cette ampleur, mais franchement, ouais, ça fait plaisir de savoir que les auditeurs passent un bon moment parce que nous, en l'enregistrant, c'est le cas également. Voilà, sachez que même si vous ne nous écoutiez pas, Charlie et moi probablement passeraient 1 heure plusieurs fois par semaine à se parler de NBA. Et on a juste décidé de s'enregistrer et de vous faire partager nos conversations. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais non, mais ça fait super plaisir. Charlie, on va passer tout de suite à l'actualité si tu veux bien. Première chose, Zion Williamson qui est revenu de blessure face aux Nuggets. 29 minutes, 14 points. Il a tenté de jouer son rôle sans tirer la couverture vers lui. J'ai trouvé ça bien. Ça a permis à Derrick Queen de réaliser le meilleur match de sa jeune carrière face à Nikola Jokic. Il a marqué 30 points. Il a notamment souligné dans les vestiaires après le match l'attention qu'exigeaient Zion Williamson et Trey Murphy sur le terrain, ce qui lui offrait des ouvertures qu'il a pu exploiter face à Denver. Franchement, c'était un très très bon match des Pelicans, j'ai trouvé. Ils se sont fait plier par Denver, mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'envie, il y avait du jeu, et je maintiens, on en a parlé dans le dernier podcast, je maintiens Derrick Queen et Jeremiah Fields, ça reste 2 joueurs pépites côté Pelicans, vraiment. Ouais, bah tout à fait, ça là-dessus, on est complètement d'accord. Écoute, pour le retour de Zion, bah c'est bien de le revoir sur un parquet. De toute façon, c'est là qu'on a envie de le voir, Zion. Maintenant, la suite le concernant, bah c'est difficile de se projeter. On va voir, hein, on l'a évoqué il y a quelques jours. Est-ce que vraiment, si la franchise décide de miser sur Derrick Queen et Jeremiah Fields, c'est dans leur intérêt de conserver Zion? C'est une question à laquelle on va probablement avoir la réponse dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, donc on va suivre ça de près. Ouais. Au-delà de la question de est-ce que ça vaut le coup de garder Zion pour construire autour de Fields et Queen, moi c'est plus sur la probabilité que Zion ne soit un joueur comme ce qui est devenu Kawhi Leonard en fait. C'est-à-dire un joueur sur lequel tu ne peux strictement jamais compter et qui ne cessera de se péter au pire moment, quoi qu'il arrive, tout au long de sa carrière, quoi. Ouais, après... J'essaye de pas être pessimiste, hein, mais j'ai vraiment perdu la foi concernant Zion Williamson sur sa capacité à tenir une saison. Après, tu cites Kawhi, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de fans des Pels qui te répondraient que si Zion leur apporte un titre, comme Kawhi a été chercher un titre il y a quelques saisons, ils sont d'accord pour le garder aussi longtemps qu'il le faudra. Hein. Alors, j'ai dit ce qui est devenu Kawhi. Ouais, bah, à l'époque, il avait déjà un petit passif de blessure, Kawhi. Hein. Oui, on va dire que c'est surtout sa blessure c'était en 2017 face aux Warriors avec Zaza Pachulia qui se met sous lui, là. Ouais. Depuis cette blessure-là, il n'a plus jamais été le même. Clairement. Avant, il était plutôt... ça allait. Enfin, je veux dire, il jouait quand même correctement. On parlait pas de Kawhi Leonard comme d'un joueur qu'il fallait load manager, qui était fragile, qui pouvait se blesser à n'importe quel moment. Ouais, mais justement, le titre qu'il va chercher avec Toronto, c'est après cette blessure. C'est juste après ça, ouais. T'as raison, tout à fait, ouais. Et il fait une saison correcte. À ce moment-là, on n'a pas ce recul. On n'est pas encore rentré dans ce truc-là. C'est depuis qu'il est arrivé aux Clippers que vraiment, c'est devenu problématique finalement. Ouais, tout à fait. On va dire que complètement d'accord. Voilà, le Kawhi Leonard des Clippers, c'est pas ce que je souhaite du tout à Zion Williamson, qu'on se comprenne bien. Je ne souhaite absolument pas ça. Bon, et comme j'ai dit la dernière fois, je pense peut-être qu'un changement de
qu'un changement de décor pourrait lui faire du bien, je sais pas. Et pour les Pelicans, récupérer des pics de draft pour construire autour de ces deux jeunes joueurs, la Queen et Fears, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. C'est une hypothèse, c'est un truc que moi je verrais bien se passer côté Pelicans. Ce n'est que mon opinion. Voilà. Euh, on a eu un autre tour sur les parquets, c'est celui de LeBron James. On en a parlé également, puisqu'on savait qu'il allait revenir face à Utah. C'est ce qui s'est passé. Je t'avais posé la question de savoir comment, dans quelle disposition il allait être, comment tu voyais ça. Et ben, bravo à LeBron James. Ouais. Il a distribué le jeu, il n'a pas tenu le ballon trop longtemps, il a laissé Luka Doncic et Austin Reeves faire ce qu'ils font depuis le début de la saison. Moi, j'ai envie de dire, s'il peut s'épanouir dans ce rôle de connecteur surqualifié, de chef d'orchestre, je pense que ça peut vraiment tirer cette équipe des Lakers vers le haut. À voir défensivement à quel point son manque d'explosivité peut devenir un problème. Je sais pas comment tu l'as senti défensivement. On voit bien qu'il a plus les cannes d'antan, ça c'est sûr et certain. Euh, comment tu l'as vécu ce premier match de LeBron de retour? Bah, déjà, je vais te dire, s'il avait encore les cannes d'antan, il faudrait vraiment se poser des questions, tu vois, genre, C'est vrai, y aurait un énorme problème. c'est vrai. Sur son explosivité, on va attendre de juger, c'était son match de Oui, reprise. oui, tu as tout à fait raison. Tu vois, c'est encore trop tôt pour le dire. Bah écoute, moi je suis ravi, hein. Le retour s'est passé un peu comme je l'espérais, à savoir qu'il a effectivement pas du tout cherché à tirer la couverture à lui. Il s'est adapté à cette équipe. Il a très bien distribué le jeu. Même symboliquement, il a été absolument excellent en demandant à ce que le nom de Luka Doncic soit annoncé en dernier lors de l'annonce du 5 majeur, ce qui est quand même le privilège réservé aux stars des équipes. Donc écoute, retour parfait. Retour parfait Mm. pour l'instant. On va attendre de voir comment ça se déroule après, mais jusqu'à présent, ouais, je suis très content. Oui, tu as raison, faut lui laisser le temps. Après, bon, défensivement, LeBron, ça fait quelques saisons que c'est un peu compliqué, c'est pas anormal, Bah oui, non. étant donné le nombre de kilomètres qu'il a au compteur. Mais, euh, mais oui, oui, très très bien. Franchement, cette équipe des Lakers est vraiment très très intéressante à suivre. À cause de LeBron, à cause de Luka Doncic, à cause de tout ce qui se passe autour de cette équipe. À cause de JJ Franchement, Redick aussi. ouais, complètement. Ouais. Au-delà du fait que ce soit les Lakers, hein, qu'on se comprenne bien, je m'en fiche que ce soit un grand marché et tout ça. Je parle pas des Lakers parce que ce sont les Lakers, mais parce que il y a un contexte qui est extrêmement intéressant, extrêmement passionnant à suivre, je trouve. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette conférence Ouest qui n'est vraiment pas évidente, mais où je pense vraiment qu'ils ont quelque chose à jouer jusqu'à un certain point, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis dans l'absolu, enfin, en fait, la situation de LeBron James, elle est forcément intrigante. On en a déjà parlé plein de fois, parce qu'il est dans une situation qu'il a jamais connue dans sa carrière, C'est parce ça, que ouais. il est au moment où il doit vraiment passer le flambeau, et aussi tout simplement parce qu'il est en train peut-être de jouer. Moi, je pense pas que ça se fasse la dernière saison, mais en tout cas une des dernières saisons de sa carrière. Donc, c'est un morceau de l'histoire de la NBA quand même, LeBron, qu'on l'aime ou non, quoi. Ah, mais de toute façon, moi, je vais pas lâcher le sujet. On en a parlé beaucoup, toi et moi, avant de reprendre la saison, parce que moi, je trouve que c'est un des sujets les plus fascinants de mon histoire de fan, de toute ma vie de fan NBA, clairement. La fin de carrière de LeBron James, la façon dont c'est en train de se passer, le fait qu'il n'ait pas de contrat pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, que potentiellement la nouvelle direction des Lakers ne souhaite pas le voir revenir et qu'il souhaite utiliser cet argent pour construire autour de Luka Doncic, ce qui est tout à fait, ce qui s'entend complètement. C'est logique, ouais. Que va décider de faire LeBron James? Comment il va gérer cette fin de carrière? Comment il va gérer sa tournée d'adieu? S'il l'a fait, est-ce qu'il l'a fait pas? Est-ce qu'il va nous envoyer un fax pour nous dire salut, je m'en vais? J'en doute Non, j'en fortement. doute. Non, mais j'en doute aussi. Mais très, très sincèrement, je pense qu'il y a un moment, il va peut-être en parler avec ses publicitaires et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a toute cette dimension-là aussi avec Nike, avec ses sponsors, et j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on est dans un espèce de, on est à la frontière entre l'humain, le sportif. C'est une légende de son sport, c'est une légende du sport en général. Euh, on est sur un truc avec aussi tout le côté business, avec le côté image, avec aujourd'hui
les médias, les réseaux sociaux, tout ce que ça implique, c'est absolument vertigineux pour moi. Je trouve ça absolument fascinant. J'adore cette histoire, je trouve ça génial. Donc, Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et je serais encore plus intéressé par tout ça si l'année prochaine il est pas aux Lakers, c'est que c'est, tu vois, parce que moi, ma seule crainte, c'est que tout ça prenne le pas sur le sportif. Pour le moment, c'est pas du tout c'est le sûr. cas et ça me ravit. Écoutez, les Lakers, les fans, vous allez arrêter un petit peu. Vous avez Luka Doncic, on ne veut pas vous entendre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Mais t'es culotté de me dire ça alors que c'est C'est toi qui pas m'interroges sur le sujet. Ah, je te jure. Allez, on va passer à Evan Mobley et les Cavaliers. Après une saison régulière dominée de la tête et des épaules dans la conférence Est l'an dernier, les Cavaliers luttent pour renouer avec l'énergie débordante qui électrisait l'effectif la saison passée. Cleveland n'est pas épargné par les blessures. Son maître à jouer, Darius Garland, a peine joué 3 matchs avant de se reblesser à l'orteil, celui dont il a été opéré à l'intersaison, après une blessure au printemps dernier qui l'avait fortement ralenti pendant le playoff, où il avait manqué d'ailleurs plusieurs rencontres, ce qui avait largement coûté très très cher à Cleveland. Max Strus, également une pièce importante de l'effectif la saison passée, a été opéré au pied et n'a pas encore foulé le parquet cette saison. Son retour est attendu fin novembre ou courant décembre pour le moment, dans le meilleur des cas. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles, en tout cas, il ne me semble pas, de nouvelles mises à jour concernant sa disponibilité. En attendant, Cleveland doit composer avec et on espérait probablement les voir gérer cette situation de manière plus convaincante. Si Donovan Mitchell impressionne avec ses exploits offensifs envers et contre tous, les Cavaliers se révèlent beaucoup moins efficaces offensivement de manière générale. Tout est plus difficile, tout est moins fluide dans le jeu, sur le terrain. Evan Mobley, qui est une pièce majeure pour les ambitions de cet effectif, est assez représentatif de l'étrange début de saison de l'équipe. Son efficacité est en baisse, sa sélection de tirs a perdu en qualité et il semble moins impactant d'un point de vue général sur le jeu que la saison passée. Cela crée beaucoup de frustration pour une équipe qui aspire à faire oublier la déception de l'élimination en play-off en mai dernier, beaucoup trop tôt au goût des fans et au goût des joueurs et du front office et de toute la franchise. Et je dirais que malgré tout, s'il y a des performances peu rassurantes depuis l'entame de la saison, j'ai envie d'attendre que l'effectif soit à peu près au complet avant de m'inquiéter pour les Cavaliers. Garland est nécessaire à la création et sa présence est imminente. Ça pourrait débloquer pas mal de choses. Max Strus fera également beaucoup de bien pour le spacing, notamment concernant Evan Mobley, qui, espérons-le, reprendra sa courbe de progression vers le haut. Rien n'est jamais linéaire en NBA. Il faut savoir gérer les creux et les frustrations. Charles, est-ce que tu es personnellement inquiet concernant les Cavs ? Non, non, il est trop tôt pour être inquiet. Par contre, déçu, oui, ce début de saison, il est décevant. Offensivement, notamment, tu l'as dit, on est très loin de ce qui était proposé la saison dernière. Lonzo, pour le moment, n'a pas un apport suffisant pour faire oublier Ty Jerome, qui nous avait fait une saison régulière remarquable. Ouais, c'est fou, cette histoire de Ty Jerome. L'importance qu'il avait quand même l'an dernier, quoi. C'est Oui, mais pareil, après, c'est pour les playoffs qu'ils ont fait venir Lonzo. C'est qu'ils estiment qu'en tout à playoffs, il fait. sera plus utile. Mais c'est clair que dans l'ensemble, on a une attaque qui est beaucoup plus dépendante de Donovan Mitchell, et c'est évidemment à cause de l'absence de Darius Garland, qui a joué, je crois, 3 matchs avant de se reblesser. Et voilà, cette équipe, on sent malgré tout, je pense, qu'il y a le potentiel pour redevenir une équipe qui est dominante à l'Est, mais pour le moment, on n'y est pas. Et l'absence de Garland, elle est vraiment trop pénalisante. Tu as notamment parlé du cas Mobley. Ben, Mobley, il souffre énormément de l'absence de Darius Garland. C'est assez évident quand on regarde les matchs. Bon, voilà, je suis pas là, je suis pas inquiet, parce qu'ils sont pas largués, en fait, tu vois, malgré le Tout à fait fait. que les absences soient vraiment pénalisantes, malgré le fait que Détroit enchaîne très bien, pour le moment, il n'y a aucun vrai écart qui est fait à l'Est, il n'y a pas d'urgence, et dans l'absolu, même malgré les difficultés, le bilan, il est très correct, ils sont dans le top 4, ils sont au contact des Knicks et des Raptors, il n'y a pas de problème, quoi. C'est en termes d'efficacité offensive que c'est vraiment douloureux. Bah, Et en fait, ça fait mal parce qu'elle était tellement agréable à voir jouer cette équipe l'année dernière que c'est sûr que ouais, quand tu regardes complètement. les matchs là, on retrouve pas ça, quoi. Mais c'est là où la dépendance à Garland m'interroge beaucoup, parce que Garland, c'est quand même un joueur qui, pour tout le talent qu'il a entre les mains, qui a du mal à rester en un seul morceau sur une saison entière, quoi. Et le fait qu'il soit à ce point dépendant de sa création, et je le conçois tout à fait, tu fais avec ton effectif, tu fais avec tes joueurs, et Darius Garland est vraiment une pièce maîtresse de cet Ah, effectif. c'est le meneur parfait pour le jeu mis en place par Atkinson. Voilà. Et quand tu vois à quel point ça influence effectivement un joueur comme Evan Mobley,
je sais pas ce que t'en penses, mais on voit qu'Evan Mobley tente de faire, de refaire un petit peu, de continuer sa progression qu'on avait déjà vue la saison passée. Là, son taux d'usage est le plus élevé de sa carrière, mais clairement, il a beaucoup moins de tirs au cercle. L'absence de Garland permet tout à fait d'expliquer ça, du moins ça rentre en ligne de compte. Oui. Il a beaucoup plus de tirs dans le mid-range, et tout ça avec une efficacité qui est vraiment en berne. Si tu regardes un petit peu en termes d'efficacité offensive, il est de retour à des statistiques qu'il n'avait plus enchaînées depuis sa saison rookie bientôt. Et ça, je dis pas que ça m'inquiète, je dis juste que le fait qu'il soit à ce point dépendant des setups mis en place par Darius Garland et des créateurs autour de lui, je ne sais pas si je dois être étonné, déçu. J'ai du mal à analyser si c'est normal ce à quoi on assiste avec Evan Mobley actuellement. Bah, de toute façon, Mobley, c'est un sujet. On va pas tourner autour du pot. C'est un sujet dans le sens où bah, beaucoup de gens, moi y compris, attendaient plus de lui en termes de progression, en termes de stature, en termes d'impact sur le jeu. Euh, Beaucoup, ces 2 dernières années, pensaient que Mobley, à terme, il avait le potentiel pour être le franchise player de cette équipe. Mm-hmm. Bon, ben, la vraie question aujourd'hui, c'est celle de sa mentalité, en fait. On a un peu le sentiment que devenir le franchise player d'une équipe qui vise le titre, ça s'improvise pas, et que lui, il n'a pas forcément cette volonté-là, il n'a pas forcément ce tempérament-là, parce qu'en termes de potentiel, moi, je reste absolument persuadé qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir ce joueur-là, et d'ailleurs, Atkinson le pense aussi. Cet été, il a eu une déclaration dans laquelle il expliquait que Mobley serait un candidat MVP dans les 2 ou 3 ans. Sur ce début de saison, on en est très loin. Complètement. Et ce qui m'interroge, c'est qu'il a passé l'intersaison à travailler sur son handle, sur sa tenue de balle. Je pense que la prochaine étape concernant Mobley, c'est vraiment d'être capable de faire un minimum de création. Genre, Ouais. je suis pas en train de dire qu'il devienne un meneur de jeu, tu vois. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si je pouvais prendre un exemple, toi, la semaine dernière, on parlait de Kevin Durant, et Kevin Durant a fait énormément de progrès à ce niveau-là dans sa carrière. C'était un profil tout à fait différent, hein. Profil très offensif, Kevin Durant. Evan Mobley, c'est l'inverse. Ouh, Profil extrêmement défensif. Et défensivement, qui est extrêmement solide. Enfin, il est le meilleur défenseur de l'année en titre, tout voilà, simplement. tout simplement. On va commencer à dérouler le CV, comme ça on va être clair. Mais je pense que clairement aujourd'hui, sa capacité à créer du jeu pour lui, surtout, et aussi pour les autres, par ricochet, puisque à partir du moment où les défenses vont devoir se concentrer vraiment sur sa capacité à créer pour lui, ils seront obligés de bouger et de s'ajuster en fonction, et lui, ça sera à lui ensuite de pouvoir faire les lectures nécessaires. Ce qu'il a, je pense, parce que il a une grande intelligence de jeu, Evan Mobley, ça se sent immédiatement quand tu le vois sur un terrain. Il sait exactement, et tu vois qu'il travaille là-dessus, sur la vision du jeu, sur le fait de comprendre comment ça se passe et où sont les options une fois que tu as des rotations défensives. Ça, il le comprend très bien et je me fais pas de soucis pour lui. Mais sa capacité à faire un peu plus de création va être déterminante, je pense, dans sa carrière aujourd'hui. Mais en fait, C'est ce qu'on voit aujourd'hui, je oui, pense. c'est ça, c'est qu'on sent déjà qu'il essaye. On le voit plus Ouais. impliqué dans certaines phases de jeu cette saison, il est plus actif dans la construction des attaques notamment. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai un peu le sentiment que c'est juste pas dans sa personnalité en fait de prendre le jeu à son compte, de réclamer des systèmes pour lui. Et d'ailleurs, il reconnaît tout à fait être quelqu'un de discret et peut-être qu'il deviendra jamais ce joueur qu'on attend. Tu vois, moi je me rappelle très bien au moment où il est arrivé dans la ligue, il y avait notamment des gens qui disaient qu'à terme il devait se diriger vers un profil un peu à la Chris Webber. Bon, bah, pour le moment, on y est très très loin. Faut le dire ce qui est. Mm-hmm. Donc donc écoute, je sais pas, moi je pense qu'il deviendra peut-être jamais un franchise player dans le sens global du terme, même en fait même une deuxième option offensive solide dans une équipe contender. Je sais pas si ça sera le cas un jour, mais on va pas non plus se plaindre. Ça reste un des meilleurs défenseurs de la ligue. Bon, au regard de son potentiel, il y aura toujours une petite frustration parce que je suis persuadé, que c'est un joueur qui pourrait dominer les deux côtés du parquet. Mais bon, écoute, voilà, je sais pas. En fait, Il a quelque part, 24 ans. Hein. oui, Il c'est a ça. 24 ans, C'est ce mec-là. exactement. Il a même pas 25 ans. Il a tout à Ouais. fait le temps encore de passer ce cap-là, même si ça implique peut-être qu'il force un peu les choses, qu'il se fasse violence. Mais
Mais en fait, je pense aussi que la présence de Donovan Mitchell ne l'aide pas de ce point de vue-là. Alors attention, j'ai précisé, je dis pas du tout que Donovan Mitchell est un problème pour ses Cavs, hein, c'est bien le contraire, mais je pense que Tout à pour fait, ouais. Mobley, c'est très pratique d'avoir un mec comme Mm. lui pour prendre l'essentiel des responsabilités offensives, en tout cas dans ses attitudes sur le parquet, dans ce qu'on peut lire ou entendre de lui. On a vraiment l'impression qu'il se contente tout à fait de pas être le go-to guy de ses Cavs. Donc écoute, voilà, c'est un peu frustrant parce que moi, je te dis, je croyais vraiment, vraiment en lui. Et je suis persuadé que s'il avait peut-être une mentalité plus affirmée, il pourrait bien mieux exploiter son potentiel. Mais en même temps, le sport de très très haut niveau, c'est pas juste du physique et de la technique, c'est aussi et surtout parfois du mental. Tout à Et fait. c'est vrai que dans le cas Mobley, moi j'ai un peu l'impression que c'est ça le frein. Il y a un excellent portrait qu'on a lu, toi et moi d'ailleurs, dans The Athletic, là, qui est paru hier, je crois, ou avant-hier. Ouais. Un truc comme ça. Et il est fascinant cet article. Il est fascinant parce que c'est justement une plongée un petit peu dans la psyché d'Evan Mobley sur sa façon d'aborder sa carrière et son évolution ces dernières années, les attentes aussi qu'il y a autour de lui au niveau de la franchise. Une franchise voilà qui a eu LeBron James, qui a gagné un titre historique avec LeBron James en 2016. Et voilà, et la déception qu'il a ressentie également l'an dernier, après la saison régulière absolument magnifique qu'ils ont réalisée. On a l'impression qu'elle est loin, mais c'était il y a quelques mois de ça, où Cleveland était clairement un des immenses favoris pour aller jusqu'au bout, clairement. Oui, bah oui. À l'Est, oui. Ouais, même, enfin, même dans la saison, dans leur confrontation face au Thunder, ils avaient été largement solides. Donc, il est vraiment fascinant ce joueur parce que tu sens effectivement qu'il est obligé de se faire violence sur certains aspects de sa personnalité et en même temps il cherche profondément à respecter qui il est et à faire ça dans le contexte, enfin dans ses conditions quoi, dans les conditions qui lui conviennent. Oui, c'est ça. Et je trouve ça assez fascinant. Je trouve ça tout à fait respectable de sa part de vouloir faire les choses de cette façon-là. Et ça me l'a rendu très attachant, ce portrait. Alors, Et j'invite tous ceux qui peuvent lire l'article et qui sont anglophones de le faire parce que franchement, j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant. non, mais je suis d'accord, il est attachant. Moi aussi, ça a contribué à. Enfin, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Mobley dans l'absolu. Ça fait un moment que je le trouve vraiment que j'adore son profil. Maintenant, ok pour pas forcer les choses, mais enfin, mon coco, t'as quand même un contrat à plus de 50 millions par an, quoi. Tu vois, genre, t'es pas payé comme un mec qui peut défendre et à la limite, il y a une troisième option quand il faut, quoi. Tu vois, genre, il y a Ah quand oui, même un mais tout petit peu cet aspect-là, tu vois. C'est que moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il ne devienne jamais le mec très fiable en attaque hmm, qu'on attend qu'il soit, mais dans ce cas-là, il faut pas signer des contrats de franchise player, quoi. tout à fait. Voilà. Après, c'est la franchise. Ça, c'est Oui, le oui, choix. bien sûr, Ça, bien ça, sûr, c'est le choix de la franchise pour le bien coup. sûr. Il aurait tort de pas signer un contrat si Non, on non, lui mais c'est offre clair. Mais la tu vois, banque. si toute sa carrière, il est dans les bah là, c'est lui qui a le plus gros contrat quand même hein, à Cleveland. Tu vois, si toute sa carrière, il estime mériter le plus gros contrat de sa franchise et qu'il passe pas ce cap-là, il va y avoir un problème. Il est signé jusqu'à quand, Evan? 2030. 2030. Ça veut dire que 2030, il aura même pas 30 ans encore. Ouais. Donc non, non, mais c'est hyper intéressant dans le sens où, logiquement, dans le cadre de ce contrat-là, il va être dans son prime. Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Il va entrer dans son prime dans ce contexte-là. Donc, euh, on va voir, est-ce que le pari qu'a fait Cleveland est le bon ou pas? Est-ce que dans la logique de développement de tes joueurs, parce que c'est aussi ça que doit être capable de faire une franchise, notamment quand tu as un joueur avec le talent d'Evan Mobley, est-ce que tu es capable de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il exploite à fond son talent? Oui, Et je et pense que Kenny Atkinson est un excellent coach. Quand tu l'entends parler d'Evan Mobley, quand tu le vois, qu'il est en train de dire oui, là, il essaye un peu trop, il y met trop de cœur et au final, il finit par un peu cafouiller son basket, mais j'ai confiance en lui. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ce truc-là. alors je suis d'accord, mais je pense aussi qu'il a une part de responsabilité quant à la pression que met Evan Mobley, encore une fois, parce que cet été, quand même, il a eu des paroles vraiment. Ah, je te dis, il a dit c'est un candidat MVP dans les 2 ans, quoi. Donc, Toi, tu penses que c'est une mauvaise. Toi, tu vois ça comme une pression inutile. bah, en fait, avant qu'on commence un peu à lire, enfin, tu vois, notamment le portrait de The Athletic. Hmm. Moi, en lisant le portrait de The Athletic, je me suis dit effectivement que la déclaration d'Atkinson, c'était pas un cadeau.
Maintenant, écoute, on va voir. Et puis surtout très important, je pense qu'on va voir à quel point le retour de Darius Garland va lui permettre Ouais. tu vois, de passer un cap dans sa saison et à quel point ils se bonifient l'un l'autre. Parce que Garland, il a 25 ans. Bon, lui, il est sous contrat seulement jusqu'en 2028, mais c'est tout à fait possible de voir ces deux joueurs-là continuer en binôme aussi longtemps qu'il le faudra. Ouais, carrément, ouais. Et j'espère vraiment que Darius Garland va arrêter de se péter parce que c'est un joueur qui est tellement extraordinaire à regarder jouer. J'aime tellement ce joueur, il est tellement indispensable parce que quand tu regardes ses statistiques, elles te claquent pas aux yeux, tu vois, t'es pas en train de dire waouh, putain, incroyable. Il suffit de le voir jouer sur le terrain, Darius Garland, et tu comprends à quel point ce mec-là, c'est un artiste balle en main, quoi. C'est un meneur de jeu, un scoreur hors pair, quoi. Ouais, Vraiment, ouais, c'est. bah, c'est un mec. Alors là, je suis prêt à parier que dans sa carrière, il y aurait au moins une saison en 50, 40, 90 pour ce mec. Ouais, non, mais de toute façon, il était là au début de la révolution Cleveland, quand il y avait encore Bickerstaff Ouais. comme coach, que ça commençait à jouer très très bien. On voyait déjà le potentiel avant que Donovan Mitchell arrive. Donc cette fameuse équipe là où tu avais trois bigs, là, Jarrett Allen, Evan Mobley et Mark Cannon, c'était drôle. Et Garland donc. Était très marrant cette équipe. Mais ouais, non, mais Evan Mobley, c'est vraiment un joueur qui me fascine parce que, comme tu l'as très bien dit, il est payé comme un franchise player. Donc, Cleveland a clairement fait le pari de construire autour de ce gars-là et d'un Ouais. deuxième joueur qui, pour l'instant, est Donovan Mitchell. Effectivement, bonne affaire, bon deal, très bon duo et qui est complémentaire en plus. J'en suis persuadé. D'où la saison absolument extraordinaire qu'ils ont fait la saison passée. Ne jetons pas, rappelons toujours ce fait. Maintenant, j'ai hâte de voir comment Evan Mobley, qui a 24 ans, qui ne s'aligne pas forcément sur la même timeline que Donovan Mitchell, et je crois que toi et moi, on l'avait déjà évoqué quand Donovan Mitchell avait été transféré à Cleveland, et on en avait reparlé à chaque fois on en reparle souvent quand on parle des Cavaliers. Euh, Ça va pousser Cleveland à un moment ou un autre réajuster un petit peu l'effectif potentiellement autour d'Evan Mobley et de savoir qu'est-ce que tu prends autour de lui. Est-ce que c'est lui le numéro 1? Est-ce que c'est plutôt un numéro 2? Toutes ces questions-là, il va falloir se les poser, il va falloir y répondre. Bah, À un moment ou un autre, potentiellement, quoi. d'autant que Donovan Mitchell, là, il est encore sous contrat l'année prochaine. En 2027-2028, il a une player option à 53 000. Et c'est pas du tout impossible qu'il ne prenne pas cette player option pour renégocier un contrat plus long à Cleveland ou ailleurs, parce qu'à ce moment-là, il aura 30 ou 31 ans. Des Il a options. 29 ans pour l'instant, Donovan. Ouais, donc c'est ça. Donc 2027, Mm. il aura probablement entre 30 et 31. C'est tout à fait C'est possible ça, ouais. qu'ils prennent pas cette année à 53 millions pour aller chercher un contrat plus long. Et à ce moment-là, on verra quelle sera la politique des Cavs. Est-ce que tu décides de miser sur Garland Mobley et donc de ne pas filer un contrat de franchise player long terme à Donovan Mitchell? Ça sera un peu tout le choix à faire pour la franchise. Ouais, ouais. Et avec le passif infirmerie de Garland, je sais pas si c'est un bon choix de dire on va filer de la thune à ces trois mecs-là comme a pu faire le Thunder avec Jalen Williams, Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander. Sauf que eux, ils ont une mine, une mine d'or de pic de draft pour combler les manques éventuels. Ouais, et puis ils ont prouvé que Ce qui n'est pas forcément ce qu'ils ont. c'est un trio qui a prouvé qu'il pouvait gagner le titre aussi. Exactement, ouais. Ce qui reste à prouver côté Cavaliers. Tout à fait. Mais c'est assez fascinant. Franchement, cette histoire de Cleveland et d'Evan Mobley. Evan Mobley a vraiment une carrière qui mérite qu'on s'y penche et qu'on la suive avec beaucoup d'attention parce que c'est un excellent joueur aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça, malgré tout ce qu'on a dit sur les progrès qu'on attend de le voir faire, aujourd'hui, des mecs de moins de 25 ans qui sont plus forts que lui, il y en a pas 10. Hein. Il Exactement. y en Ouais. a vraiment pas 10 en NBA. C'est l'avenir à son poste, Evan Mobley, clairement. Ouais. À l'avenir, ça sera un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Si, si tout se passe bien, je vois pas comment ça peut être le contraire, quoi. Et je te dis, s'il passe ce cap-là en termes de création pour lui-même, quand le jour où il est capable de vraiment poser un dribble et de créer et de s'améliorer dans ce domaine, ça peut vraiment faire mal, quoi. Autre question, tiens, deux petites questions que je voulais te poser. Pourquoi Craig Porter Jr. à Cleveland ne joue pas plus? J'adore ce joueur, je le trouve ultra efficace, je le trouve hyper bon et j'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas plus de minutes de jeu. Qu'est-ce que je manque, Charlie, concernant ce joueur? Je comprends pas. Bon, il joue quand même un peu, non? Attends, je vais regarder, mais il doit être au Ouais, moins un peu il plus a de 10. 18, à Ouais, 18 voilà, minutes c'est par ça. match.
Ouais, mais je trouve pas. Putain, moi, je lui donnerais bien plus de minutes à ce joueur-là. Je sais pas pourquoi, Ouais, j'adore ce type. tu veux qu'ils veulent des minutes à Lonzo, toi, c'est ça? Ouais, peut-être. Non, c'est pas possible. Je C'est pas refuse. possible, il y en a pas. Non, laissez tranquille maintenant. Ça suffit. Je refuse. Écoute, je sais pas, je pense que, honnêtement, je pense vraiment que Kenny Atkinson compte énormément sur Lonzo Ball cette saison. Alors, je sais que je suis fan de lui et que c'est probablement pour ça que je dis ça, mais tout ce que Atkinson a dit cet été, à la reprise de la saison et tout sur Lonzo, je pense qu'il croit vraiment que s'il arrive à réinstaller Lonzo bien Mm. dans son jeu, ça sera un vrai atout pour les playoffs. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il privilégie beaucoup les minutes de Lonzo. Ouais, c'est sûr, ouais. Écoute, il y a peut-être un truc que je manque défensivement. Putain, je vais regarder vite fait défensivement, il en est où lui? Non, putain, waouh, il a un ratio attaque-défense positif, ce qui est très très bon. Il est extrêmement fort, ce mec. Je suis désolé, il est trop fort. J'adore ce type. En fait, je trouve que Cleveland utilise mal Craig Porter Jr. Je, Mais je sais pas, faudrait que j'écoute. S'il y a des fans de Cleveland qui nous écoutent et qui regardent tous les matchs, j'avoue, je regarde pas tous les matchs de Cleveland. Je vais pas raconter n'importe quoi. C'est difficile de faire ça, de regarder les matchs de toutes les équipes tout le temps, parce que j'ai un travail et parce que j'ai un enfant et tout ça. Mais dites-nous sur X ou sur Instagram, en réaction à ce podcast, dites-nous ce que vous en pensez de Craig Porter Jr., si vous trouvez vous aussi qu'il n'a pas assez de minutes ou si vous trouvez que c'est une bonne distribution. Autre chose qui, je trouve, traîne un peu la patte côté Cleveland, c'est Dean Wade qui est pas du tout sur le même niveau que la saison passée pour le moment. Pareil, j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute, mais je pense que d'un point de vue général, pour terminer sur Cleveland, d'un point de vue général, je pense qu'il y a aucune raison de tirer la sonnette d'alarme pour le moment. Une fois qu'on verra l'équipe au complet, je pense c'est là qu'on pourra avoir un regard un peu plus acéré sur les capacités de cet effectif à se transcender pour le reste de la saison et peut-être à atteindre leurs objectifs. Si on se rappelle l'an dernier, personne ne gagne de titre en novembre, d'accord? Non, Et non. si tu te rappelles l'an dernier, les Pacers ils étaient pas au mieux de leur forme. On était tous là parce que Tyrese Haliburton était vraiment en galère absolue pour démarrer l'année. Et on était tous en train de se dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? Les Pacers, c'est la chute, ça va pas du tout. Tyrese Haliburton, il est tombé de 3 étages en termes d'efficacité. Moi-même, j'étais le premier à le dire, j'étais le premier à critiquer sévèrement Tyrese et les Pacers. Et on connaît la suite, on connaît l'histoire. Donc on va se calmer et puis on va leur laisser l'opportunité Ouais, et puis vraiment, on va de vraiment rectifier le pas tir. sous-estimer l'impact et l'influence de Darius Garland sur cette Ouais. équipe. Et tu vois, notamment, tu parles de Dean Wade. Moi, je sais plus quand c'était, mais j'ai souvenir cette saison, un des 3 matchs que Garland joue, c'est un des meilleurs matchs que Dean Wade fait cette saison, et c'est aussi parce que le jeu est beaucoup plus cohérent quand Darius Garland est là, tout simplement. Largement, ouais. Qu'est-ce que ça dit de Donovan Mitchell aussi? Donovan Mitchell est moins bon à la création, définitivement. Ah bah oui. Non, non, mais c'est pas un tacle, hein. C'est pas un tacle gratuit sur Donovan Mitchell. Encore une fois, on n'attaque pas Donovan Mitchell, qui est un joueur absolument époustouflant. C'est juste que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'il soit autant dépendant de la création de Darius Garland et que quand il n'est pas là, la machine tousse. Oui, mais enfin, C'est pas, je trouve pas ça rassurant en fait. Donovan Mitchell, c'est quand même un type qui nous fait une saison à 30 points de moyenne, qui nous a déjà fait des campagnes de playoffs à plus de 30 points de moyenne. Si en plus de ça, c'était un créateur du niveau de Darius Garland, on serait en train de parler d'un des top 5 meilleurs joueurs de la ligue, quoi. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Et non, non, mais tout à l'heure tu parlais de Ty Jerome. Ty Jerome, la saison passée, c'est ce qu'il apportait en saison régulière, du moins. Premier tour contre le Heat, il était pas mauvais. Moi, j'étais plutôt content de son début de playoff et c'est après qu'il s'est complètement écroulé. Ouais, après, ça a été Mais dur. ah ouais, c'était catastrophique. Mais c'est là où Ty Jerome a été quand même extrêmement bon. Lonzo Ball, on peut pas lui en vouloir de trouver encore son rythme et tout ça. Tu sens qu'il a besoin d'avoir un peu plus de matchs derrière lui pour pouvoir trouver son équilibre sur le terrain et se laisser aller, quoi, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le poste 1 remplaçant
que Cleveland a besoin d'avoir de régler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Bien sûr, après voilà, hein, c'est vraiment, je te dis, pour moi c'est vraiment un choix d'Atkinson et du front office d'installer Lonzo dans ce rôle-là. Ouais. Après un choix c'est pas forcément gagnant, hein. Peut-être que ça va pas du tout bien se passer. J'espère évidemment que ça se passera bien, mais il faut voir, déjà il faut voir si physiquement ça tient pour Lonzo, hein. Ça reste toujours ça la donnée principale. Mais filer des minutes à Craig Porter Jr., bordel de grotte, c'est pas possible ça. Il est juste là sous vos yeux, le gars que vous cherchez là. Ah là là, ça m'énerve. Allez, on va passer à la suite. Alex Sarr et les Wizards. Les Wizards qui accumulent les défaites depuis l'entame de la saison. Leur coach Brian Keefe est désormais premier sur la liste des coachs menacés d'être licenciés après le licenciement de Willie Green aux Pelicans. La crise est telle que les joueurs se sont réunis pour une réunion entre eux pour discuter des changements à apporter pour relancer leur saison. Alors, il n'y a pas de réelles ambitions sur cette saison, mais c'est un effectif qui est prometteur. Et je pense qu'ils espéraient autre chose sur le terrain, notamment au niveau de l'attitude, qui n'a pas toujours été exemplaire sur les derniers matchs. Au milieu de cet orage de tension, je souhaiterais toutefois souligner les signes très encourageants qui nous viennent d'Alex Sarr, qui au cours de ses 13 premiers matchs a montré une réelle progression à plusieurs niveaux, principalement dans son efficacité offensive, ce qui devrait réjouir les fans des Wizards et de l'équipe de France. Lui et Keishon George sont les deux raisons de continuer à y croire du côté de Washington. Les problèmes qui plongent les performances sont nombreux, mais le front office doit absolument préserver, quoi qu'il arrive, le développement de ces jeunes talents. Charlie, ton avis sur la saison d'Alex Sarr jusque-là? Bon, sur la saison d'Alexa, je le trouve excellent, hein. Sur ce début de saison à l'Est aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup d'intérieurs de son âge aussi intéressants que lui. Mais voilà, le contexte fait que bah, c'est compliqué. Je veux dire, les Wizards, c'est vraiment un peu la soupe à la grimace. Il y a quelques jours, on parlait des Pels qui prenaient 120 points par match. Bah, Washington, c'est pire. Et tu vois, typiquement, en termes de points concédés dans la raquette, ils sont parmi les très très mauvais élèves de la ligue. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit vraiment pas être brillant. Et pourtant, le potentiel défensif d'Alexa, on le connaît. Mais au-delà de ça, ouais, je le trouve beaucoup plus affirmé que la saison dernière, où on était nombreux à trouver que parfois il passait vraiment trop de temps au large, qu'il n'était pas assez à la bagarre dans la raquette. C'était un reproche qui lui était couramment fait. Là, cette saison, il est beaucoup plus à l'intérieur, ça se répercute évidemment sur ses stats, hein. Outre le fait qu'il tente moins de tirs à 3 points, il est surtout nettement plus présent au rebond, au contre, il est plus impliqué dans le jeu offensif aussi, son influence est plus large. Donc ça fait très plaisir, effectivement, en tant que Français, on doit absolument se réjouir de ça. 27e équipe Washington dans les points encaissés dans la raquette. Charlie, Voilà. j'interviens rapidement pour t'apporter l'information statistique. Bah écoute, c'est bien, merci bien. Mais voilà, sinon, non, mais globalement, Washington, c'est compliqué, hein. Une victoire en 14 matchs, là, ils sont à 12 défaites consécutives, c'est la 28e attaque de la ligue, c'est l'avant-dernière défense, c'est le pire net rating, enfin, là, même Brooklyn leur a foutu plus de 20 points d'écart, tu vois. Je veux dire, à un moment, moi, ça me dérange pas que tu te prennes des tartes quand tu joues au KC ou des équipes comme ça, mais enfin, quand les Nets te foutent 20 points d'écart, ça fait mal. Et effectivement, moi je trouve que la conférence de Brian Keefe après ce match-là, elle incitait pas à l'espoir. On a vraiment la solution qu'il a l'air dépité, qu'il n'a pas de solution. C'est un peu dur. Alors tu l'as dit, il y a aussi Keishon George qui est bien, qui se régale. Il est épatant, ce jeune Il joueur. joue avec un niveau de confiance qui est incroyable. Et c'est clair que en fait, c'est ça qui est frustrant avec cette équipe de Washington, c'est que sur le papier, ils ont beaucoup de jeunes et des profils qui sont intéressants, tu vois. Alex Sarr, Keishon George, Bilal Koulibaly, Trey Johnson, Cam Whitmore, Bob Carrington, tout ça, c'est un réservoir de très jeunes talents, tous ces mecs-là ont 21 ans ou moins. Mais est-ce que tu peux vraiment, enfin, est-ce qu'ils ont dans le coaching staff de quoi développer ces talents? Alors, développer des talents, ça passe par un environnement adapté. Évidemment, la présence de vétérans comme Middleton ou McCollum sont importantes, mais ça suffit pas. Tu vois, typiquement, Keishon George, il a des défauts sur sa gestion des fautes, par exemple, qui sont Ouais, vraiment, c'est vraiment... catastrophique. Ouais. Ah ouais, c'est terrible, et C'est ça impacte hallucinant. sa défense, ça impacte ses minutes jouées. Enfin, Ouais. en fait, t'as un peu l'impression que si le mec il prend pas au moins 5 fautes dans un match, il tombe malade, quoi. C'est Ouais, terrible. perte de balle et faute, Ah c'est ouais, catastrophique. ouais, c'est dur. Par Il y contre, a, en termes de mouvement offensif et tout ça, et son flair, mais il a un potentiel son, de fou. son instinct sur le terrain, balle en main, il est incroyable. Son évolution d'une saison à l'autre est quand même Ouais, assez impressionnante. Et Alex Sarr, pareil.
Alex Sarr, il y a une vraie amélioration dans sa sélection de tir et dans l'efficacité. Tous ses pourcentages sont en hausse à tous les niveaux du terrain, que ce soit proche du cercle ou au large. Il y a que sur les longs mid-range où ça baisse un peu, mais c'est une partie infime de son régime de tir. C'est pas du tout là où il se gave en termes de tir. Pour la petite histoire, il a aussi un ratio on-off qui est positif cette saison, contrairement à la saison passée. Quand il est sur le terrain, les Wizards sont meilleurs que quand il y est pas. Moi, je suis persuadé que l'évolution nécessaire maintenant d'Alex Sarr, c'est de se renforcer musculairement, sans perdre sa vélocité sur le terrain, parce que c'est une de ses grandes forces, sa capacité de défendre sur tous les postes. En préparant ce podcast, j'ai revu un extrait d'une rencontre face au Thunder où tu le vois contrer une pénétration de Shai Gilgeous-Alexander. Je veux dire, je sais pas combien de fois Shai Gilgeous-Alexander s'est fait contrer sur une pénétration, mais Ouais, ça arrive pas tous les jours. proprement sans faire de faute, c'est ça que je veux dire. Il y en a pas beaucoup. Et ce qui me fait rire, c'est que tu as un article de The Athletic début octobre où tu avais des scouts qui étaient interrogés et aucun d'eux ne le voyait comme un franchise player, aucun d'eux ne le voyait ni en premier ou second meilleur joueur d'une franchise, même pas futur All-Star. Il y en a un des deux qui doutait largement de sa capacité à rectifier le tir en termes d'efficacité. Il est déjà en train de faire mentir sur ce point-là de son jeu. Je rappelle quand même qu'il avait 19 ans la saison passée et que c'est un des rares joueurs, un des seuls 3 rookies depuis qu'il y a la ligne des 3 points, à avoir cumulé au moins 103 points inscrits sans tir contré et sans passe décisive. Les 2 autres, c'est Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Et l'an dernier, selon Basketball Référence, les seuls 5 joueurs qui ont réussi à faire ça, donc Holmgren, même pas Holmgren, il y avait Brook Lopez, Miles Turner, Jaren Jackson Jr., Wembanyama et Alex Sarr, sur 103 points inscrits, sans tir bloqué, contré et sans passe décisive. Donc, c'est un peu des stats bruts comme ça qui... ça veut un peu tout et rien dire, ce truc-là, mais quand même, en termes de production, même son pourcentage au lancer franc a augmenté. Alex Sarr, pour moi, est sur une très très bonne trajectoire en termes d'évolution. Et aujourd'hui, les Wizards doivent absolument se concentrer là-dessus. Et ce qui leur manque, là on vient de parler de Cleveland, ce qui manque à Washington, c'est un meneur de jeu. Ils n'ont pas de gars qui est capable de distribuer des ballons et de tenir cette équipe et de faire en sorte qu'il y ait un pilote à la tête de cette équipe, quoi. Ouais, non, mais je C'est suis navrant, en d'accord. fait. Non, je suis d'accord. Alors après, l'autre sujet sur les Wizards, évidemment, si on parle des Wizards, il faut en parler, c'est Bilal Koulibaly qui connaît un début de saison un peu particulier avec ses absences. Alors quand il joue, il régale en termes de Ouais. highlights, les réseaux sociaux s'en délectent. À chaque Il a eu match, des gros dunks, ouais. ah ouais, Il a à eu des chaque match, bons il tomards. écrase des gars. Ah La ouais, vache. ça fait plaisir, mais n'empêche qu'il a besoin de pouvoir enchaîner les matchs pour trouver son rythme. Quand il est là, on voit tout le potentiel de ce gars-là, on voit qu'il peut faire du bien. Il a ce qu'il faut pour devenir un des joueurs importants de cette équipe à terme. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est en fait pour la progression de tous ces jeunes. Moi, j'espère vraiment que Washington va finir par changer un peu de braquet, avoir plus d'ambition. Je dirais ça, ils n'ont pas connu les playoffs depuis 4 ou 5 ans, ils n'ont pas fait une saison en positif depuis 7 ou 8 ans, je crois. Ça devient Mais long. c'est quoi le problème, selon toi, Charlie? C'est un problème de coach ou c'est un problème d'effectif? Ou Bah, les je pense deux? que c'est un peu les deux, ouais, c'est un peu les Ouais. deux. Mais en fait, moi, j'avoue que en fait, pour développer des jeunes, tu dois commencer à avoir un peu d'ambition. Alors, je te dis pas qu'ils se qualifient directement en playoff, c'est pas ça la question. Ah ouais, Mais, j'ai saisi, ouais. mais tu vois, là, vraiment, tu l'as dit, de temps en temps, on a un peu le sentiment qu'il y a des problèmes d'attitude. Bah oui, il y a un peu des problèmes d'attitude, parce qu'en fait, Washington, parfois, tu te demandes si le but de la franchise, c'est vraiment de gagner des matchs, en fait. C'est tellement le néant défensivement, par exemple. Je suis désolé, mais entre Bilal Koulibaly, Alex Sarr, en fait, je pense vraiment
qui a le matériel pour mettre en place une défense collective plus cohérente. Et je pense que pour les jeunes, Mhm. c'est hyper important, tu vois, en termes de mentalité, en termes de rigueur, en termes de compréhension de la défense collective en NBA, tout simplement. C'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et c'est vrai que oui, je pense que le coaching staff a une part de responsabilité. Je leur demande pas de mettre en place une défense élite, mais je pense vraiment qu'il y a mieux à faire. Je te dis pas qu'ils font exprès de se faire exploser par tout le monde, hein, mais j'ai un peu le sentiment qu'avec le matériel qu'ils ont aujourd'hui, sans aller jusqu'à défendre comme le Thunder, je pense il y a quand même Ouais. mieux à faire que de se prendre des tartes par 99,9% des équipes NBA, quoi. Pour le coup, je pense vraiment qu'un changement de coach devrait être bénéfique à cette équipe. Enfin, c'est pas normal. Parce que, tu sais, à un moment, on parlait, toi et moi, du fait que, ouais, Jordan Poole, Kyle Kuzma à l'époque, ouais, c'est pas les bons exemples, machin, tout ça, ça cherche trop à faire des stats, Ouais. ça bride les jeunes. Ok, maintenant, ces gars-là, ils sont plus là. Il n'y a plus cette excuse-là. Et pour moi, c'est pas normal qu'on se retrouve dans ce contexte-là, où ils se font effectivement gifler tous les soirs, quasiment, et où tu te retrouves avec des vrais problèmes d'attitude, effectivement, sur le terrain. Ça, c'est pas normal. Et j'avais déjà parlé avant le début de la saison du fait que il y a une refonte totale du front office des Wizards avec des gars qui sont très très bons. Et Will Dawkins, le général manager, a notamment parlé, par exemple, quand il parlait d'Alexa, il parlait de l'importance de son état d'esprit et du fait que depuis son retour de l'Eurobasket cet été, il est revenu avec un état d'esprit très différent et que c'était extrêmement important euh, dans son évolution et dans sa capacité aujourd'hui à rebondir sur une deuxième saison beaucoup plus solide que sa saison rookie. Soit. Mais cet état d'esprit, il faut le construire dans les fondations même de ta franchise. Ça doit être une culture que tu dois installer. Et pour l'instant, c'est ce qui manque cruellement, selon moi, aux Wizards. C'est qui va être responsable de construire cette culture-là. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement. Et si le coaching staff n'est pas capable aujourd'hui, parce que vu la jeunesse qui irrigue cet effectif, alors oui, tu as CJ McCollum, oui, tu as, Chris Middleton, mais tu as besoin d'avoir voilà, un coaching staff qui prend les choses en main et qui sert de guide un petit peu Ouais. à ce qui se passe sur le terrain. Et de créer un peu cette camaraderie. Alors tout le monde ne va pas être le Thunder, je le conçois bien. Quand on entend Draymond Green parler du Thunder, il dit bah, ils sont un peu comme nous à l'époque Warriors, strength in number, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui semble, et les gars ont l'air de kiffer ensemble, de s'entraîner ensemble, de vivre ensemble, et ça leur pose aucun problème. C'est très difficile de créer un truc comme ça, mais au moins tu peux essayer de t'en approcher. Là, les Wizards ont l'air assez loin de ce truc-là, et je trouve que pour une équipe où il y a autant de jeunes, avec des vétérans qui sont plutôt sérieux, je trouve ça problématique que ça ne soit pas le cas. Et je pense que un électrochoc côté coaching staff, pour le coup, ça pourrait être un bon moyen de rebondir. Je sais pas. Mais je suis d'accord, surtout qu'il y a quand même des coachs intéressants qui sont disponibles. Écoute, on va voir. Moi, c'est Ouais. clair que ouais, je suis pas du tout convaincu par ce que met en place le coaching staff actuel. Donc peut-être qu'il y aura des changements. Et puis honnêtement, il n'y a pas de raison d'attendre en fait. Tu vois, faut justement profiter que tous ces jeunes soient aussi jeunes, qu'il y a encore de la marge. Il faut agir vite. En fait, il faut relancer un cycle quoi. Là, il faut sortir de cette espèce de Tout à fait. marasme qui dure depuis trop longtemps. Et je pense effectivement tu vois, c'est un peu le truc qu'on dit toujours, c'est les coachs en NBA et dans beaucoup de sports, c'est les premiers fusibles qui sautent, mais ça sert aussi à déclencher un électrochoc et c'est peut-être ça dont cette équipe a besoin. Ouais. Ils ont beaucoup de pics de draft à venir en 2026. Ils ont 2 premiers tours. Ils ont 4 seconds tours avec des pics très très intéressants. Donc à voir. Franchement, je pense que cette équipe de Washington est, pour moi, enfin, le changement de front office était quelque chose de positif. Maintenant, il faut trouver le moyen de relancer l'état d'esprit dans le vestiaire de cette franchise et d'identifier les joueurs dans le même temps, les joueurs. Parce que tu vois, j'allais me plaindre de Trey Johnson, j'allais me dire ouais, c'est pas un bon pick en sixième position de la draft. Franchement, je le trouve assez décevant tout ça. Mais c'est complètement con en fait de dire ça. Je peux pas dire ça. Ça serait idiot de ma part de C'est dire trop un truc tôt, pareil. ouais. Non seulement c'est trop tôt,
Et on peut pas dire qu'il est dans qu'il est dans le bon contexte pour s'épanouir, ce joueur-là. Mais c'est clair. Tu peux pas dire ça d'un joueur alors que le gars, il doit faire avec ce qu'il a, tu vois. Ça serait vraiment le juger de manière, euh, de manière injuste. Non, et puis vraiment, Il a 19 ans, le gars, donc non, mais c'est ça, c'est que vraiment ça sert à rien. dans cet effectif, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont vraiment très, très jeunes, tu vois. Ouais. Ah, tu vois, même Bilal Koulibaly qui fait sa 3e saison NBA et dont on peut se dire qu'il a 23 ans ou un truc comme ça, mais pas du tout. Bilal, il a 21 ans, quoi. Tous ces mecs-là sont vraiment, vraiment jeunes. Ouais. Le Thunder, la chance qu'ils avaient aussi, dans, dans toute l'excellente gestion de cette franchise, c'est que Shai Gilgeous-Alexander, quand il arrive là-bas, il n'est pas le joueur qu'il est devenu, le MVP en puissance, mais il y a déjà des esquisses qui montrent que c'est clairement un numéro 1 et il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Il y a eu une hiérarchie qui s'est posée derrière lui immédiatement. Et ça, c'est bien. À Washington, il n'y a pas de talent identifié comme SGA Pas et encore. il faudra, non, pas encore. Il faudra trouver ça. Est-ce qu'on peut en vouloir au front office s'ils font un tanking dégueulasse pendant toute la saison pour essayer de pécho un très bon, parce qu'ils étaient dégoûtés, hein, de te choper 6e. Ils n'étaient pas du tout partis pour choper 6e. Eux, ils pensaient qu'ils allaient être topés dans le top 3 dans la draft dernière. Alors, ça me dérange Euh, pas qu'ils tankent, mais tanker, ça veut pas forcément dire, tu vois, se contenter T'as raison. de se faire éclater par tout le monde, en fait. Vous pouvez Et tanker, mais mettre en place une grave. défense collective plus intéressante, créer des schémas qui sont plus pertinents, mettre certains joueurs dans des bonnes conditions, et puis si derrière, eh ben, t'as pas le premier choix, ou alors que t'as un choix qui te déçoit encore, eh ben, faut faire avec. Je veux dire, chaque année, on en voit des joueurs qui sont pas pris dans les 4, 5, 6 premiers choix et qui sont excellents. Donc voilà, il faut aussi faire avec, quoi. Il y a perdre et perdre en NBA. Il y a différentes façons de perdre. Tu peux perdre avec honneur il y a presque un enthousiasme à la fin parce que la façon dont tu as perdu le match, elle est très encourageante. Et puis tu as des défaites qui sont juste des défaites un peu lamentables, tu vois, où il n'y a rien à retirer. Et voilà, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand tu as des problèmes d'attitude, de motivation, alors que tu que des jeunes joueurs qui devraient avoir la dalle et pour se faire une place en NBA, c'est pas normal. Voilà, et pour rester sur la draft, un mec comme Keyshawn George, c'est le 24e choix, hein, tu vois, y a pas forcément besoin d'avoir un top pick pour avoir des bons joueurs, quoi. Le mec est quand même passé d'un 37-32 en pourcentage de réussite à 50-45, quoi. Et Il est sur des bases de ouf, le mec. lui, j'ai quand même l'impression, cet été, il était avec le Canada, et j'ai l'impression que ça lui a fait du bien, hein. Mais ouais, je sais pas ce qu'il a tout d'un coup, mais alors voilà, et comme tu l'as très bien dit, il a encore des défauts, mais Ah ouais, le waouh, nombre de fautes, c'est fou, quoi. Alors, vraiment, ouais, c'est drôle. Franchement, mais ouais, c'est ça, c'est que il me fait rire. les Wizards, c'est Il- vraiment une franchise que je regarde pour Alex Sarr et pour Bilal Koulibaly avant tout, mais vraiment à chaque fois que je regarde les matchs, je le vois prendre des fautes, je me dis mais c'est pas possible, quoi. ouais. C'est chiant d'ailleurs qu'Alex il ait pas joué contre Minnesota, c'était relou cette histoire. Parce qu'ils ont vraiment besoin de lui s'ils veulent espérer quoi que ce soit. Donc. Ouais, après sur l'Injury Report, il est juste en day-to-day, ça devrait pas Ouais, être ouais, ouais, j'espère bien qu'il va revenir très vite. tout à fait. On va terminer le podcast sur Victor Wembanyama, qui est blessé au mollet, qui va manquer entre 2 et 3 semaines avant d'être réévalué. Cela signifie qu'il va peut-être manquer une dizaine de matchs, voire plus. Et comme la saison dernière, voilà que Victor est menacé de ne pas atteindre cette fameuse barre des 60 matchs disputés pour être éligible au trophée individuel en fin de saison. La saison passée, il était archi favori pour remporter le prix de meilleur défenseur de l'année, donc qui a été finalement attribué à Evan Mobley, on l'a dit tout à l'heure. Cette saison encore, ça va être difficile pour lui d'atteindre cette limite. Les Spurs et lui-même auraient tort de forcer les choses de toute façon, hein, avec son Oui. gabarit. Absolument aucune raison de se précipiter. À 21 ans, Victor Wembanyama pourrait connaître une deuxième saison où son nombre total de matchs pourrait l'exclure des récompenses individuelles. Charlie, est-ce que je suis fou de penser qu'il pourrait ne jamais remporter de trophée individuel en saison régulière de toute sa carrière? Oui. Déjà Ah parce ouais? qu'il a déjà il en a déjà Non, moi je remporté. Bah déjà il en a déjà remporté, donc c'est De mort. quoi? Bah, il est rookie de l'année. Ah ouais. Ouais, ça va. Ça va. Bah oui, mais
Pourquoi t'es contrariant là? Ça va bien là? Non, mais même dans l'absolu, je veux dire, c'est pas possible. Il est à 2 saisons à NBA, il y en a une sur deux où il a rempli, où il a joué les 65 matchs, donc c'est trop tôt pour dire que ça va lui arriver chaque année. Maintenant, c'est clair qu'il fait partie des joueurs qui peuvent potentiellement le plus perdre en termes de palmarès individuel et que ça Tout pourrait à fait. évidemment impacter ses négociations de contrat. Maintenant, on sait aussi que c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir les joueurs depuis cette mise en place, hein, la règle des 65 matchs. Bon, écoute, voilà, la NBA espérait limiter le load management avec ça. Je pense pas du tout que ça porte ses fruits, hein. J'ai vu passer des chiffres sur les absences de stars de la ligue ces derniers jours et la hausse constatée ces dernières années se poursuit. Pour autant, je pense qu'on ne verra pas la ligue revenir en arrière malheureusement, mais voilà, c'est en fait c'est un faux débat, si tu veux. Le vrai débat, le cœur du problème, c'est le calendrier et le rythme des matchs, qui est encore un sujet qui a encore été abordé par Steve Ouais, Kerr et ça, par ça Kenny n'arrête jamais. Atkinson. Ouais. Voilà, Ouais. sanctionner les joueurs pour leur Spolstra absence. aussi. Quoi? Spolstra, on a parlé Oui, aussi, oui, ouais, Spolstra, qui c'est a un donné truc, la réponse la tout à plus fait. pertinente d'ailleurs en disant il y a zéro moyen que la ligue s'assoie sur les bénéfices qu'ils sont en train de faire actuellement. Bah, exactement, c'est ça, c'est que sans sanctionner les joueurs pour leur absence, c'est absolument pas une solution, et chaque année, on a plein d'acteurs de la ligue qui s'expriment sur l'augmentation du nombre de blessures, etc. Bon voilà, on sait bien que l'enchaînement des matchs joués avec un rythme et une intensité sans commune mesure avec ce que c'était par le passé joue. Et puis il y a un autre élément qui est très peu mis en avant, mais qui est très vrai, c'est le nombre de sollicitations hors parquet qui est toujours plus important pour les joueurs et notamment pour les stars et qui impacte forcément la récupération et leur repos. Voilà, on sait bien, hein, la NBA va continuer à faire la sourde oreille sur ce sujet, parce que tout ça ne pèse malheureusement pas lourd avec en comparaison avec le manque à gagner potentiel si on baisse le nombre de matchs joués. Mais c'est sûr, oui, c'est sûr que Wembanyama, c'est pas la dernière fois malheureusement qu'on va avoir cette discussion-là, parce qu'on sait très bien qu'il a un profil à risque. On sait aussi, enfin les Spurs savent très bien que avec ce mec-là, ils ont potentiellement un joueur générationnel qui peut révolutionner la ligue, et donc ils ne prendront jamais le moindre risque le concernant. Et surtout quand ça touche les jambes, tout le bas du corps, Bah c'est ouais, bien sûr. hyper. Ça peut vite devenir tourner au vinaigre pour un joueur de son gabarit. Donc, Mais c'est clair. Et puis je vais te dire, je pense faut que pas précipiter tout ça. pour les Spurs, en réalité, tu vois, savoir si Wembanyama sera défenseur de l'année à la fin de la saison ou pas, je pense que c'est pas un sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet le plus important, tu vois. Là, ils sont quand même dans une Ouais. situation qui commence à être compliquée. Stephen Castle aussi est absent, Dylan Harper aussi. Alors, bon, Wembanyama, il va être évalué dans 2 ou 3 semaines. Pour Castle, ESPN a parlé d'au moins 1 ou 2 semaines. Et c'est compliqué. Là, la semaine prochaine, ils ont un road trip à l'ouest, les Spurs. Alors, il n'y a pas trop de cas, il n'y a pas que des cas d'or dans le lot, mais il n'y a aucun match facile non plus. Et là, si tu te tapes un petit enchaînement de défaites à ce moment-là de la saison, ça va faire mal. Et puis surtout, ce serait dommage vu le début de Ah, mais saison qu'ils ont fait, complètement. quoi. Complètement. Et le début de saison a été tellement prometteur que, ouais, c'est décevant. Effectivement, le voyage, ça va être. Donc là, ils ont Atlanta dans la nuit de jeudi. C'est cette nuit. Tout à fait. Atlanta. Donc vous allez découvrir le résultat demain matin pour ceux qui nous écoutent demain matin, vendredi matin. Et ensuite, ils partent sur un road trip. Donc combien de matchs? 1, 2, 4. 3, 4. Phoenix, Portland, Denver, Minnesota. Pas tendre. Non, tu vois, c'est des équipes qui se Ensuite, battent, quoi. Memphis. Ensuite, à trois équipes en voyage. Orlando, Cleveland, Nouvelle-Orléans. Donc, ouais, pas simple. Et puis, alors, entre Noël, Noël, mon Dieu, ils ont un back-to-back contre Oklahoma City. C'est Ouais, c'est horrible. beau cadeau de Noël, C'est ouais. quoi cette catastrophe? Mais attends, il joue dans le, ah oui, dans la nuit du 23 au 24 et le 25, il joue dans l'après-midi. Putain, la vache. Oh, c'est horrible. Ah ouais, c'est dur. Donc, ça veut dire que, ouais, il y a une probabilité que Victor Wembanyama joue pas ce match de Noël. Et 29-31 décembre, derrière, ils se tapent les deux supposés cadors de l'Est avec Cleveland et New York, quoi. Ah non, la NBA, ils leur ont fait un calendrier de fin Merci d'année, là. Adam. Ils se sont dit, oh, le petit Wembanyama, là. Et moi, je mettrais un billet sur le fait que la NBA potentiellement change la règle des 65 matchs pour Victor. C'est tellement une poule aux œufs d'or, le gars. T'imagines si jamais il est inéligible pour les All-NBA et les All-Defensive Team à plusieurs reprises dans sa carrière. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'il termine avec un bilan en carrière qui est beaucoup moindre que ce à quoi il aurait pu prétendre.
à cause de cette limite. Et j'ai vu déjà quelques journalistes qui disent c'est pas impossible qu'il y ait une remise en question parce qu'un joueur comme lui, qui est une tête de gondole absolue pour la Ligue, se retrouve c'est peut-être un des joueurs les plus pénalisés par cette règle. Ouais, mais maintenant, est-ce qu'ils vont pas aussi se dire, si on revient sur cette règle, Ouais, ces salopios de Spurs, ils vont nous faire du load management avec Wembanyama et à chaque fois qu'on les foutra en antenne nationale, le gars, il sera pas ouais, là, tu ouais, vois? ouais, tout à fait. Ouais. C'est aussi un peu le risque, malheureusement, avec la manière de réfléchir de la ligue sur ce sujet-là, c'est aussi ça le risque, quoi. Ouais, c'est fou que ce truc se soit à ce point imposé dans la discussion et qu'aujourd'hui, il y a cette police. Mais tout ça, en fait, moi, ce qui me frustre terriblement, c'est que, putain, mais tout ça, c'est des faux semblants, quoi. Tout ça, c'est un faux débat. Je veux dire, il faut Mhm. aborder le vrai débat qui est le rythme des matchs, par pitié, un jour, quoi. Pour moi, la seule solution potable, enfin plausible, pas potable, plausible, c'est de rallonger le calendrier. C'est-à-dire de commencer la saison beaucoup plus tôt. Carrément, tu zappes la pré-saison et tu lances la saison NBA début octobre, quoi. Tu gagnes 2 semaines et je pense que en étirant la saison, tu peux gagner un petit peu de. Mais ça veut dire qu'ensuite, tu n'es plus aligné avec les calendriers internationaux, quoi. C'est-à-dire que les joueurs qui vont faire les JO ou les compétitions internationales, notamment ceux qui vont jouer, voilà, l'Euro par exemple, qui se joue souvent fin août, début septembre, et je te raconte pas l'enchaînement terrible que ça fait, quoi. Ouais. Ouais, non, Mais c'est c'est un peut-être sujet le qui est seul truc. compliqué, hein. C'est un sujet qui est compliqué, mais qu'il faudra l'aborder un jour. Enfin, il faudra que la Ligue l'aborde un jour. Jamais. T'as vu la thune qui se font, Charlie? Bah C'est ouais, les je sais contrats bien. qui ont été signés, mais tu penses bien que. Oui, mais en fait, si tu veux, moi j'ai un peu l'impression que chaque année, on a de plus en plus de coachs qui en parlent, tu vois. Et en fait, je pense juste que tu as raison, c'est un trop. Mais en fait, au moins, au moins Adam Silver va devoir l'aborder, cette question-là. Ce qui est quelque chose qui fait même pas trop, en fait, aujourd'hui. Il a quand même beaucoup tendance à fuir cette discussion. Aujourd'hui, il Non, va falloir en ouais. parler. Là, j'ai vu qu'ils avaient l'intention de mettre en place un espèce d'outil pour justement juger un petit peu de ce qu'il. Enfin, faudrait qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine, tiens. De ce truc-là, de ce qu'ils comptent mettre en place, enfin, qui a l'air d'être un truc totalement gadget pour expliquer. Grosso modo, pour dire, vous inquiétez pas, on est sur le coup, mais on n'en a rien à péter. Oui, c'est ça, Voilà. c'est vraiment ça. C'est vraiment, tenez, voilà une petite sucrerie, maintenant laissez-nous tranquilles. Allez, discutez entre vous, là, vous venez pas nous casser les bonbons, là, Ouais, c'est c'est bon. ça. Charlie, merci beaucoup Ah bah, écoute, d'avoir avec été plaisir. présent. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Voilà, c'est terminé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très très bon week-end. Et donc, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.